La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine ici pour votre magazine, votre émission consacrée à l'économie, mais aussi aux acteurs de l'économie. Aujourd'hui, Frédéric, on va à la rencontre de quelqu'un d'original. En tout cas, quand vous m'avez donné le nom de sa société, j'ai été un peu interloqué. Je me suis demandé qu'est-ce que c'est vraiment. La société s'appelle Le Truc. En deux mots, Le Truc. Il ne me semble pas que ce soit un nom de famille. Mais quand on a regardé avec qui elle travaille, c'est clairement pas une blague. Des grands noms de l'économie suisse, Nespresso, Audemars Piguet, Logitech, j'en passe. Et des produits assez spectaculaires qui sont réalisés pour ces grands groupes. Son directeur n'avait jamais donné d'interview en Suisse. Donc on a tout à apprendre de lui et de son entreprise. Nous avons donc la primeur aujourd'hui de recevoir Fabrice Raby, qui est CEO chez Le Truc. Fabrice Raby, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir aujourd'hui dans cette émission. B2B, vous allez bien? Très bien, merci. Donc on le disait, c'est votre toute première interview en Suisse. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Non, pas de stress à ce propos. Ça va, pour l'instant. Cette première partie d'émission est consacrée à mieux vous connaître, vous, en qualité d'individu. Petite présentation, vous avez 48 ans, vous avez 2 filles, c'est bien ça? Tout à fait. Vous êtes d'origine française. Oui. Vous avez fait un bac scientifique, c'est l'équivalent de la Matu. Oui. Et puis vous avez passé également un brevet fédéral, enfin l'équivalent d'un brevet fédéral, BTS, Mhm. avant de partir vers autre chose. Vous me disiez en préparant cette émission que au démarrage dans votre vie, vous étiez plutôt le genre dessinateur de fond de classe. C'est ça, ouais. Oui, j'ai passé toute mon enfance et ma jeunesse au fond de la classe, à dessiner sur mes cahiers. Voilà, l'école, c'était pas vraiment mon truc. J'avais la chance d'avoir un peu de facilité en maths, du coup, ça m'a un petit peu porté jusqu'à la fin du cursus, jusqu'au bac. Mais j'avais pas encore vraiment trouvé ma voie à ce moment-là. Et c'est vraiment après le bac que j'ai découvert ma voie. Quoi. En tout cas, une partie où je me suis orienté vers du design. Donc, j'ai fait un BTS esthétique industrielle. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la 3D et qui m'a ensuite amené dans mon école suivante. Donc, Alors, on va bien le découvrir durant cette émission. C'est vrai que le dessin que vous réalisiez au fond de la classe, finalement, c'est devenu la base de votre métier Tout à fait. d'aujourd'hui. tout à fait. Vous avez dit, vous avez fait un BTS design, c'est Oui. ça? C'est l'équivalent d'un brevet fédéral. Et ensuite, une école à Valenciennes, Supinfocom Rubica, Exactement. qui est une école un peu connue pour ça. Alors, oui, pendant des années, elle a été première monde. Aujourd'hui, je pense qu'elle fait partie du top 3, top 5. Il y a beaucoup plus d'écoles. Alors, à l'époque, moi, je suis sorti en 2001, je suis rentré en 99. Donc, c'était en France, il y avait que très, très peu d'écoles. Il y avait 2 écoles en France, en vrai. Il y avait donc Valenciennes et puis une école à Paris. Et donc, c'était une école qui était un petit peu inaccessible, mais voilà, j'ai eu la chance d'y rentrer. Et ça formait vraiment au cinéma d'animation. Donc c'est vraiment... on avait dans notre jury en fin d'école, on avait des gens de chez Disney, des gens de chez ILM, des gens de chez DreamWorks. Donc voilà, c'était l'époque... à cette époque-là, n'était sorti que Toy Story 1. Donc moi, ma sortie de promo, c'était la même année que la sortie de Shrek. Donc c'était vraiment le tout début de la 3D. Voilà. Vous êtes sorti de là avec un diplôme donc de réalisateur numérique, c'est bien ça? Exactement. Qu'est-ce que vous imaginiez faire comme métier au départ? Vous pensiez aller vers du cinéma Oui, l'objectif, c'était d'aller aux États-Unis. Le rêve de tous les élèves, un petit peu, en tout cas de beaucoup d'élèves de l'école, c'était d'aller aux États-Unis pour travailler sur les longs métrages d'animation chez Pixar, voilà, DreamWorks, etc. Ouais. Et finalement, c'est peut-être un peu mieux. Vous n'êtes pas allé aux États-Unis, quoique peut-être un peu quand même, mais vous êtes arrivé à Genève. Alors Oui. au départ, non pas pour créer votre entreprise. Alors non, c'était pas pour créer mon entreprise. J'ai rejoint une société qui faisait à l'époque des images 3D de pré-prototypage pour l'horlogerie. C'est-à-dire que c'était les films d'animation 3D en horlogerie n'existaient pas encore comme on peut le voir aujourd'hui. Donc c'était vraiment des images pour voir à quoi allait ressembler la montre
voilà, dans sa fabrication et pour pouvoir faire des choix esthétiques avant la fabrication. Donc, il y avait beaucoup de demandes sur le fait d'animer ces images et d'en faire des films. Et donc, on est arrivé à plusieurs de l'école, donc à 5 élèves, pour pouvoir monter un pôle d'animation dans cette entreprise. Tout à fait. Alors, l'expérience au sein de cette entreprise ne s'est pas tout à fait bien passée, de ce que vous C'est ça. m'avez raconté. Est-ce que justement cette mauvaise expérience a influencé aujourd'hui votre qualité de dirigeant, Peut-être. On avait un management qui était assez toxique. Voilà, on travaillait jour, nuit, week-end. On savait pas, on sortait d'école, donc on savait pas à l'époque que c'était pas normal. Donc on s'en est rendu compte avec le temps. Et bon, ça nous a pris à peu près 3 ans. Et au bout de 3 ans, on a quitté. On a quitté l'entreprise. Certains sont partis aux États-Unis. Et puis à 3, nous avons décidé de rester là on avait une expertise qu'on avait développée, une expérience et des clients aussi dans l'horlogerie, donc qu'on a su garder et puis pérenniser. Voilà. Alors 3 des 5 qui sont restés sur Genève. Exactement, oui. Les 2 autres sont partis aux États-Unis chez Pixar. Voilà. Vous êtes donc associé pour créer le truc. Ça a tout de suite été le truc ou... Ça n'a pas tout de suite été le truc. On a fait d'abord, on a créé un collectif d'indépendants pendant 2 ans. Mais on avait vraiment beaucoup trop de travail, donc moi j'ai commencé à embaucher quelqu'un, puis un de mes associés d'aujourd'hui a embauché aussi quelqu'un d'autre, et puis au bout d'un moment on s'est dit, moi je voulais pas m'associer au départ parce que j'avais plein d'exemples d'associations qui se passaient mal autour de moi, mais bon, on l'a quand même fait, on s'est associé, et puis voilà, on a eu raison puisque ça fait aujourd'hui 17 ans et tout se passe très bien. Devenir entrepreneur, c'était quelque chose que vous aviez en vous depuis un moment, ou ça c'est un peu le hasard des choses qui a fait que vous êtes lancé? Non, je pense que je l'avais en moi. J'ai dans ma famille que des entrepreneurs finalement. Mon père était artisan électricien. Dans toute ma famille, c'est que des gens, des commerçants. Donc c'est Naturel finalement. oui, je pense que c'est assez naturel. Donc c'est-à-dire que j'avais pas cette barrière cette peur en fait de me lancer. Et j'avais fait quand même entre mon BTS et l'école de 3D à Valenciennes, j'avais fait une année en post-BTS en création d'entreprise. Voilà, donc j'avais quelques outils pour le ouais, faire. Et de se lancer en Suisse, comme vous avez les 2 cultures françaises et suisses, souvent que la Suisse est un pays vraiment libéral par rapport à la France. Vous le confirmez dans la pratique, c'était plus simple ici que ça n'aurait pu l'être en France? Je pense, oui, beaucoup plus simple. Oui. Alors, je n'ai travaillé qu'en Suisse finalement, je n'ai jamais travaillé en France. Donc, alors aujourd'hui, on a une filiale en France, donc voilà, je vois un petit peu ce que c'est en France, le parcours qui est quand même différent de la Suisse. Non, ça a été très simple en fait pour créer en Suisse. C'est-à-dire qu'on doit d'abord prouver qu'on a des clients avant de poser les statuts. Et donc, tout est fait pour entreprendre. Ouais. Et de manière plus générale, sans être trop philosophique, mais sur votre vision du libéralisme aujourd'hui, le libéralisme, il est beaucoup en question. On veut réglementer, réguler beaucoup de domaines de l'activité économique. On le voit dans les votations régulièrement. À l'inverse, aux États-Unis, on vient d'avoir un président élu avec des personnes dans son entourage comme Elon Musk qui sont plutôt du côté libertarien. Vous voyez le libéralisme en ce moment en danger, ou en tout cas en Europe? À vrai dire, honnêtement, je ne sais pas. Est-ce qu'on a encore soif d'entreprendre en Europe? On peut poser cette question aussi comme ça. J'ai l'impression qu'en France, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de barrières qui sont mises pour les entrepreneurs en France. Ils sont beaucoup taxés aussi, donc forcément, ça aide pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de différence nette qui sont faites entre les très grosses entreprises et les petites entreprises. Alors qu'en Suisse, oui. Voilà, oui, tout à fait. Alors, par contre, il y a un domaine dans lequel il y a eu beaucoup d'investissements dernièrement en France voisine, c'est le sport. Vous-même, vous avez été sportif. Oui, j'ai fait quelques années de sport, oui, tout à fait. Beaucoup d'arts martiaux, oui. Des arts martiaux. Oui. Ça vous sert aujourd'hui dans votre parcours Peut-être. Alors, c'est beaucoup de karaté. Oui, le karaté, ça aide pour avoir un contrôle de soi et le respect du concurrent. Aussi, tout à fait.
Donc oui, je pense que ça. J'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 5 ans. Donc je pense que ça m'a donné des bases là-dessus, ouais, tout à fait. Alors, il y a autre chose dans votre parcours personnel qui doit certainement jouer un rôle important dans votre quotidien, c'est votre passion pour les jeux de stratégie. Oui, alors les jeux de stratégie, les jeux de De cartes aussi, jeux de cartes de stratégie. Donc oui, j'ai joué pendant beaucoup d'années à un jeu qui s'appelle Magic. Voilà, c'est un des tout premiers jeux, non, le tout premier jeu de cartes à collectionner. Donc j'ai fait beaucoup de tournois, voilà, des championnats de France, d'Europe. J'ai fait des tournois aux États-Unis aussi, et puis dans toute l'Europe. Et c'est vrai que c'était une période assez intéressante. C'est un jeu qui est très très complexe et donc qui demande de se réinventer, de se renouveler tout le temps et de s'adapter à des situations qui changent beaucoup. Donc on peut faire un petit parallèle aussi avec la gestion d'entreprise. Mais est-ce que c'est relaxant quand on passe la semaine à créer une entreprise? Souvent on dit parce que c'est le week-end, pour qu'elle vive. Et ça vous détend de faire un jeu très complexe lui aussi? Oui, oui, j'aime beaucoup ça. Moi, j'ai besoin de ça en fait. Ouais. Ouais. Le poker également, vous avez presque été professionnel, hein, vous me disiez. J'ai fait quelques tournois, oui, j'ai fait quelques belles places en tournoi pro, oui. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui demande énormément de temps d'investissement. Donc, j'ai pu passer un peu de temps à une époque de ma vie. J'ai moins le temps aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je me concentre plus sur le développement de la société. Et donc, voilà, le poker, c'est un jeu où la moindre erreur est fatale. Donc, il faut être concentré, il faut avoir beaucoup de temps de jeu pour être efficace. Donc, pour l'instant, je mets un peu de côté. Et peut-être j'y retournerai plus tard, mais voilà, c'est... Pour parler rapidement d'un sujet dans lequel on a là aussi probablement une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parler un peu d'écologie. Parler tout à l'heure de Toy Story, depuis il y a eu les Avatars qui sont sortis. Est-ce que ça Tout à c'est fait. un film qui fait partie de l'inspiration dans votre Bien métier? sûr, bien sûr. Bah, Avatar, James Cameron en général, de toute façon, Bien sûr. ça reste un des maîtres. Oui, alors l'écologie, c'est très très important pour nous. Euh, on fait très attention à ça. On a fait depuis l'année dernière, on fait un suivi RSE avec un expert. Donc on est dans un programme soutenu par l'État de Genève. Qui nous permet de voir un petit peu les points d'amélioration. Alors, si on peut préciser, donc c'est pour voir votre empreinte carbone, votre responsabilité sociale. Exactement. Donc, c'est responsabilité sociale et environnementale. Et donc, sur l'aspect écologique, on s'est rendu compte qu'on était plutôt pas mal des dires de notre expert. On est plutôt bien engagé. On fait les choses. Par exemple, un qu'il exemple faut. concret. Un exemple. Alors, on a. Dans notre métier, on a besoin de calculer des images, donc on a des ordinateurs qui calculent les images, donc on a une render farm. Ce qu'on appelle une render farm, c'est des serveurs voilà, de calcul. Bon, ça consomme beaucoup d'énergie. Ça consomme beaucoup d'énergie, mais on a un système de contrôle raisonné de cette render farm qui allume et éteint les machines en fonction des besoins, qui va pouvoir calculer combien de machines il a besoin pour faire tant de rendu et donc qui va gérer l'énergie de cette manière-là. Et également, c'est pas des serveurs qu'on remplace, on les fait évoluer, c'est-à-dire qu'on fait évoluer que certaines parties des serveurs au fil du temps et c'est pas des pièces entières qu'on remplace complètement. Bon, ça nous donne le sentiment, en tout cas pour ma part, que vous êtes un homme plutôt perfectionniste. C'est un métier, on va le découvrir un peu plus en avant, que ce que vous faites nécessite de l'être. Je vous propose donc maintenant de passer à la partie entreprise avec Frédéric. Fabrice Raby, votre entreprise, donc c'est un studio créatif basé à Genève. Il a un peu plus de 15 ans et pourtant pas très connu du grand public. Mais en même temps, vous travaillez pour des marques elles-mêmes très connues, des grands noms. J'ai cité quelques-uns en introduction. On peut y ajouter Hublot, Piaget, il y a aussi Decathlon, il me semble, récemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous faites? Vous produisez des vidéos, de l'animation 3D, mais dans quel but exactement? Alors, nous réalisons des films qui sont principalement utilisés sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, forcément. Quand on a commencé, c'était plutôt des films qui étaient destinés au site web ou au salon. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait des contenus beaucoup plus courts
mais beaucoup plus souvent pour les marques. Et donc, Pour promouvoir beaucoup plus un impactant. produit en particulier Exactement, ouais. ou un ensemble de services. Particulièrement un produit, oui, tout à fait. Et pourquoi ces grandes sociétés, j'évoquais Nespresso, le groupe Nestlé, c'est quand même pas un petit joueur. Pourquoi a-t-il besoin d'une agence extérieure pour faire cela? Alors, ils peuvent pas intégrer ce genre de création de contenu parce que ça demande beaucoup d'expertise qui sont très, très, très diverses. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites en film. Nous, comme vous l'avez dit, on est spécialisé dans tout ce qui est film d'animation 3D. Donc, ça permet de faire des choses qui sont plus difficiles à faire qu'en film. Mhm. Donc, là où on a beaucoup travaillé pour Nespresso, à une certaine époque, c'était les films qui tournaient dans les boutiques. Donc, c'était des films qui présentaient des nouvelles collections de capsules ou des nouvelles machines, et donc pour montrer toutes les fonctionnalités des produits. Donc, Ça partait d'abord d'une photo qu'ensuite vous travaillez, ou bien vous créez complètement l'image? pas du tout. Non, on crée complètement l'image de A à Z. C'est-à-dire qu'on part des fichiers de construction des produits, donc les fichiers qui servent à la construction et qu'on va utiliser, qu'on va remodéliser, qu'on va texturer, qu'on va animer. Et voilà, comme on pourrait le faire pour un personnage d'animation 3D, sauf que nous, on le fait sur un produit industriel. C'est-à-dire que ce que l'on voit sur votre site internet, ce ne sont que des dessins. Ce sont que des... Alors on peut appeler ça des dessins, mais c'est que de l'image de synthèse animée, oui, tout à fait. Ouais. Et avant qu'on parle de votre modèle d'affaires, quand même, le truc, hein. Pourquoi ce nom? Alors on cherchait un nom qu'on puisse se rappeler facilement, et il se trouve que c'est la racine de trucage, et que c'est un peu la base de notre métier. Donc on truque des images. On fait aussi du trucage pour des films ou séries TV. Donc pour la RTS notamment, on a truqué plusieurs séries. Donc voilà, c'est un peu le nom court. C'est très francophone. Ça veut dire que vous visez que le public francophone, ou bien vous avez potentiellement des clients ailleurs? C'est vrai que c'est très francophone, mais on s'est dit ça fait le côté aussi un peu French touch pour l'étranger. Et puis c'est toujours, voilà, on a toujours, on vient l'expliquer. C'est aussi le truc, qu'est-ce qu'il y a derrière le truc du magicien. En tout cas, c'est un nom qui interpelle. Mais dans votre métier où il y a beaucoup de techniques, qu'est-ce qui prévaut le plus pour réussir? La rigueur, la technicité ou l'originalité, comme avec ce nom? C'est un doux mélange de tout ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup de technique, beaucoup de créativité. C'est vraiment le mélange et l'association des deux. Ouais. S'il y a trop de technique, ça marchera pas. Si c'est trop créa mais pas assez technique, si la technique suit pas, c'est difficile aussi. Donc Les deux voilà. sont indissociables. Exactement. Sur LinkedIn récemment, vous avez critiqué une vidéo d'Apple. Oui, c'est vrai. Leur nouveau processeur. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement? Alors oui, alors c'est cette vidéo, c'est cette pub, la dernière pub sortie avec donc sur le nouveau processeur où on a un bodybuilder qui Qui se met à jouer avec. qui fait de la danse. C'est la qualité de l'image qui Apple nous habitue à beaucoup mieux. Ils ont des moyens qui sont complètement illimités aujourd'hui, donc pour leur communication. Et là, on est devant un espèce de bodybuilder un peu pas très bien fait. On est ce qu'on appelle dans notre métier, on a un terme, c'est l'uncanny valley, c'est-à-dire que quand on arrive à la limite, c'est-à-dire qu'on voit que ça veut être réaliste, mais ça l'est pas, parce qu'il y a plein de détails qui font que ça se voit. Et c'est ce qui est vraiment très gênant dans cette pub-là. Et voilà, Apple, ça fait un petit moment là qui se rate un peu en termes de communication. Donc, peut-être qu'ils viendront faire appel au truc. J'espère. Je sais pas si après les avoir taillé comme ça, je sais pas si. En tout cas, ça mérite d'être. Non, mais c'est intéressant dans votre regard de professionnel. Le truc, c'est une trentaine d'employés, 3 millions de francs de chiffre d'affaires. Cette année 2024, ça progresse dans quelle proportion vos affaires? Alors, cette année, je pense qu'on va progresser d'une 20 à 30%, ouais, je pense. Ouais. Ça veut dire que vous recrutez aussi? On recrute, oui. Là, quand on s'était parlé, on était 30. Là, le mois prochain, on sera à 36. Voilà. Ah oui. Ouais. Vous avez déménagé aussi il y a quelques semaines à Satigny, dans un espace assez grand, 600 mètres carrés. Tout à fait. Vous l'occupez déjà à plein, ou il est encore... Non, il y a beaucoup de place. Alors, on occupe toute la zone, mais voilà, c'est 600 mètres carrés pour 35 personnes, ça va. Ça va, on est à l'aise. On a aussi, on est dans un bâtiment qui avec beaucoup de synergie, donc dans les autres acteurs du bâtiment, avec qui on a créé aussi un collectif qui s'appelle Le Pôle.
Et donc le pôle, c'est un collectif qui permet de couvrir tous les métiers de la post-production. Donc du son, de l'image. Donc dans l'image, il y a les effets, il y a aussi l'étalonnage avec Color Grade, Mazé Studio pour le son. On a Dorier aussi qui font de l'image et qui font aussi de la technique sur de l'événement. Donc que ce soit de la projection, de la régie, des murs LED. Et on est aussi dans le même bâtiment qu'MCI, donc un gros acteur On avait événementiel. reçu Sébastien Tondeur dans Tout à B2B il y a fait. quelques temps. Je sais que dans votre bâtiment, vous avez également une salle de sport dédiée. Exactement, ouais. Un esprit sain dans un corps sain. C'est important pour vous? Ça fait partie de l'ADN de vos collaborateurs d'avoir une démarche sportive? Alors, c'est très, très important. Pour nous, ça faisait partie des points très importants par rapport à ce déménagement-là aussi. C'est vrai que d'avoir une salle sur place, on n'a plus d'excuses à prendre un peu de temps pour soi. Et c'est vrai que moi, je sens déjà la différence depuis qu'on est rentré au mois de juin. Et la différence, je l'y vais 3-4 fois par semaine. À l'instar un peu comme des GAFA, comme Google, qui incite ses collaborateurs à aller faire du sport. Oui, alors la on même les chose incite pas, mais disons que ça met à disposition un outil qui permet, on est sur toute l'équipe, il y a pour l'instant, il y a 6 ou 7 personnes qui vont à la salle, ouais. Donc c'est plutôt très positif. Ouais. Pour revenir à la marge des affaires, ça coûte combien de produire 1 minute de vidéo, l'espresso que vous évoquiez, ou pour un horloger, c'est impossible à dire aujourd'hui. Ça dépend vraiment de ce qu'on produit. Une fourchette, ça commence à quel prix, puis ça peut aller jusqu'à combien? Ça peut commencer honnêtement, on peut commencer aux alentours de 30 000 et puis ça peut monter à 200, 250, 300. Il n'y a pas vraiment de... Ça va dépendre de la complexité de ce qu'on a à montrer, de la complexité du produit, de la complexité de l'environnement qu'on va développer, de la créativité, de la créa qu'on va développer aussi autour du film. Donc, il n'y a pas de règle absolue, c'est que du sur-mesure. Et les outils que vous utilisez, c'est vraiment vos pinceaux électroniques, ou bien il y a des outils d'intelligence artificielle aussi qui viennent vous donner un coup de main pour monter toutes ces vidéos? Alors, c'est un vrai sujet, l'intelligence artificielle aujourd'hui. On se sert que d'outils, on va dire, à la main, même si ça reste du numérique. Donc, ce sont des logiciels 3D, des logiciels de compositing, des logiciels de montage. On peut utiliser de l'intelligence artificielle quand il s'agit d'agrandir des images, c'est-à-dire de rajouter du piqué. Donc, ça aussi, c'est on l'utilise dans un cadre d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer des images plus petites, qu'on va pouvoir ensuite agrandir avec l'intelligence artificielle. Donc, ça va demander moins de coûts d'énergie en calcul. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Mais on n'utilise pas aujourd'hui l'intelligence artificielle en production. Et est-ce que l'IA, en revanche, pourrait venir concurrencer ce que vous faites? Les clients que vous avez pourraient dire, voilà, je vais prendre Oui. Il y a des outils vide.io qui existent ou d'autres. Oui, bien sûr. Oui, clairement. Oui, c'est un vrai concurrent. Donc, c'est un vrai concurrent. Maintenant, ce n'est pas l'IA qui fait tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui est derrière. Il faut savoir que l'IA, on a beaucoup moins de contrôle sur ce qu'on fait. Et c'est vrai que nos clients nous demandent énormément de précision, énormément de contrôle sur les images. On a un nombre d'allers-retours sur certains clients qui est vraiment impressionnant pour régler chaque reflet sur une montre. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas maîtrisables en IA aujourd'hui. Si vous allez faire par exemple un éclaté d'une montre, si on reste sur l'horlogerie, ça reste quand même un des secteurs les plus importants chez nous. Vous faites un éclaté d'une montre pour mettre tous les mécanismes à l'intérieur au bon endroit. Chaque pièce doit être au bon endroit. Et puis, il ne faut pas en inventer non plus. Donc aujourd'hui, l'IA n'est pas un vrai concurrent pour nous. Mais Coca-Cola vient de sortir une publicité là, toute récente, qui a 3-4 jours, faite tout en IA. Alors, on voit des camions qui débarquent dans une ville enneigée, remplis de bouteilles de Coca, avec des gens qui sourient et des animaux... Alors, c'est Coca-Cola, mais c'est totalement insipide. Il n'y a pas vraiment d'âme. Ça reste vraiment très, très froid pour le moment. Mais ça a peut-être coûté presque rien, quoi. Ça a sûrement coûté moins cher, mais ça ne coûte pas presque rien quand même, parce que l'IA, pour pouvoir avoir l'image qu'on veut au final, ça demande énormément d'itérations, énormément de travail quand même derrière. Ce n'est pas le même travail, mais ça demande quand même
du temps. Deux brèves questions pour conclure. Vous avez évoqué l'horlogerie à plusieurs reprises. Vous travaillez vraiment avec des grands groupes. Il y a le groupe Richemont, LVMH, Swatch, des indépendants comme Franck Muller. Les exportations horlogères sont quand même nettement à la peine dans certains segments en ce moment. Vous sentez un impact sur vos commandes? Alors, on sent un impact, pas sur le... C'est-à-dire qu'on n'a pas moins de commandes. Par contre, sur les budgets, oui. Donc, il y a un peu plus de négociations sur les budgets. Par contre, étant donné qu'on est... c'est une période de crise, les marques ont besoin de communiquer tout le temps. Et puis, elles ont pris une habitude de communiquer énormément sur les réseaux. Donc, elles doivent continuer à maintenir ce lien avec leurs clients. Et donc, elles ont besoin de communiquer. Donc, je pense qu'on est moins impacté que certains secteurs autour de l'horlogerie. D'autres sous-traitants, comme Exactement. on dit. Ouais. Et dans 5 ans, en quelques secondes, vous voyez où dans 5 ans, entreprise? Dans 5 ans, alors, l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est de se développer encore un petit peu, de se développer surtout à l'international. Là, on commence à avoir des clients en Asie. Donc, vous citiez Franck Muller, on travaille par exemple avec Franck Muller Singapour, où on fait des versions de films pour l'Asie, vraiment pour le marché asiatique. On développe vraiment des contacts en Asie et aux États-Unis pour développer. Et donc, l'entreprise, on s'est fixé de monter à une 60aine de collaborateurs. Pour différentes raisons. Il y a dans notre métier, il y a beaucoup de métiers différents, entre guillemets. C'est très, très riche, l'image de synthèse. Ça va de la personne qui modélise à la personne qui éclaire, à la personne qui anime. Voilà, ça prend vraiment un spectre très, très large. Et donc, on a besoin vraiment de spécialistes dans chaque domaine. Et nous avons fait le choix d'internaliser les équipes, à l'instar d'autres entreprises qui travaillent plutôt avec des freelances, avec des équipes changeantes. Nous avons fait le choix vraiment d'avoir toujours les mêmes personnes au sein de l'entreprise pour garder une qualité constante par rapport à un client en particulier ou aussi par rapport à une expertise horlogère qu'on veut garder sur ce secteur-là notamment. Puis on développe aussi le sport, la cosmétique, sur les autres secteurs. Eh bien, on verra dans 5 ans. Merci Fabrice Raby. Merci beaucoup. Frédéric, merci Ludovic. beaucoup. On en a pris plein Merci les yeux avec ce truc, n'est-ce pas? Avant de se quitter, Fabrice, on vous propose de répondre à notre petit questionnaire de Proust. Et pour vous autres, chers téléspectateurs, on vous retrouve la semaine prochaine. Je sais pas si c'est chaque jour, mais c'est si je veux, je peux. C'est de foncer et de voir après. Quelle chanson? Rage Against the Machine, Killing in the Name. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.